Je vais appeler à mes côtés Geoffroy Guigou et Jérôme Albus. Demander comment on fait pour relever des défis aussi importants dans un temps quand même relativement court. Il y a des défis à la fois technologiques, réglementaires. Quelle était votre approche quand vous avez commencé cette transformation ? Alors cette transformation, merci et bonjour à tous, on l'a annoncé effectivement fin 2024 quand on a introduit United sur Euronext. Donc on s'est introduit en bourse, on a levé 150 millions à ce moment-là et nous avons annoncé que nous allions étendre nos métiers au-delà du crédit. L'exécution de cette transformation, elle a réellement commencé il y a 1 an. On a annoncé effectivement le rachat d'Helios, néobanque avec un positionnement green, actif en France uniquement. Et on a annoncé la semaine dernière aussi, c'est le deuxième indicateur de cette transformation, le lancement d'une offre de cashback particulièrement innovante. Et donc la transformation, elle a commencé il y a 1 an et on est en train de l'accélérer. Alors la question, pourquoi est-ce qu'on s'est engagé dans cette transformation ? Après finalement 15 ans en tant que spécialiste du crédit aux particuliers, où on avait privilégié la diversification géographique. On a la moitié de l'activité qui est réalisée en dehors de France aujourd'hui, et une diversification dans les canaux d'acquisition, avec tout le développement autour du crédit affecté à partir de 2020, qui représente la majorité finalement des prêts que nous faisons. On s'est néanmoins dit qu'on avait développé un certain nombre d'actifs ces dernières années, qui nous serait particulièrement utile pour le développement d'une offre de banque au quotidien. Le premier, c'est la base client, quasiment 2 millions de clients très actifs, tous satisfaits, qui ont démontré ces dernières années qu'ils souscrivaient facilement d'autres produits financiers quand United leur en proposait. Deuxième chose, la maîtrise du produit de crédit. C'est un produit essentiel quand on veut développer une offre de banque au quotidien. Et un grand nombre d'acteurs de la banque digitale ne proposent pas ce produit-là. Et parfois, quand ils le proposent, c'est assez souvent le produit United. Troisième chose, la maîtrise de l'analyse et l'interprétation des données d'historique de compte bancaire, essentiel pour créer des modèles de score de crédit. Nous développons maintenant des nouveaux services basés sur cette expertise de traitement de la donnée d'historique de compte bancaire. Ce n'est pas seulement changer de modèle, c'est aussi essayer de trouver des critères de différenciation par voilà, rapport à exactement. Et cette plateforme actuel, de cashback dont on a annoncé le lancement de la semaine dernière, qui sera lancée cet été, va massivement utiliser tous les assets tech et data que nous avons construits depuis 2018 autour de l'interprétation des données d'historique de compte bancaire. Voilà, donc la raison, c'est le constat que nous avions développé un certain nombre d'actifs très distinctifs ces dernières années, qui vont avoir un impact sur l'offre de banque au quotidien, mais aussi sur sa distribution. Ce qui défavorise encore beaucoup les banques au quotidien, c'est... les banques en ligne par rapport aux acteurs historiques de la banque au quotidien, c'est l'accès au client final, la réassurance. Or, United, depuis 6 ans, depuis ses développements sur le crédit affecté, a développé un écosystème de partenaires marchands qui proposent les solutions de United au checkout, online ou offline, et qui très souvent réalisent 10 à 70% de leur chiffre d'affaires avec des financements à crédit utilisés par United. Dans le lot, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont des réseaux de distribution en centaines de points de vente, qui ont formé des milliers de vendeurs aux solutions United. Et ces acteurs-là vont jouer un rôle particulier dans la distribution de notre offre de banque au quotidien. D'accord. Alors ma question, c'était aussi le comment vous avez fait. Et notamment, je crois que chez United, vous avez beaucoup une culture quand même du développement en interne et de faire assez peu appel finalement à des prestataires extérieurs. Là, vous avez travaillé avec Visa. C'est pour ça que Jérôme est là aujourd'hui. Pourquoi le choix de se faire accompagner ? Parce que le projet est à plus grande échelle, parce qu'il y a une différence de nature qui est profonde. C'est une question d'échelle et de pérennité sur ce que l'on veut construire. Il y a une relation historique qu'il y avait avec Visa, aussi bien chez United que chez Helios. Chez United, c'est les solutions Tink, qui est notre partenaire principal en Europe pour les API d'agrégation des données DSP2. Avec Helios, c'est plutôt un partenariat sur l'émission de cartes. Là, on a souhaité ajouter une nouvelle brique, notamment avec Pismo, je pense que tu vas en reparler, et tout ce qui tourne autour du card processing,
parce que nous souhaitons avoir une infrastructure qui est certes propriétaire. Donc, comme tu le disais, l'essentiel des développements technologiques que l'on a réalisés sont des développements internes. Néanmoins, sur les dimensions que Visa pouvait nous apporter, on s'est dit, nous avons besoin d'un partenaire mondial, pan-européen, qui correspond en tout cas à la couverture géographique de United, qui partage la connaissance des cadres réglementaires dans lesquels on évolue. On est toujours je crois qu'il y a eu 2 acteurs agréés établissements de crédit ou banques parmi les nouveaux entrants en France en 25 ans. Visa connaît particulièrement les problématiques des environnements régulés, donc c'était important pour nous. Et après, une approche test and learn, on a conscience de se lancer assez tard dans la banque au quotidien. Il va y avoir énormément de produits que nous allons lancer dans les prochains trimestres. Et on a besoin d'une approche très réactive. Et Visa nous a montré, lors de notre historique de partenariat, mais aussi dans les discussions l'année dernière autour des nouvelles solutions sur lesquelles on va construire notre plateforme de banque au quotidien, cette capacité à nous aider dans le développement produit et à être très réactif. Alors justement, sur ces solutions, alors Jérôme, l'exercice est un peu difficile parce que sans trop rentrer dans les détails techniques, j'aimerais quand même que vous nous expliquiez comment est architecturée votre offre. Geoffroy a cité Pismo par exemple, mais il y a d'autres outils dans l'écosystème aussi. Quelle est en gros la proposition de valeur? Comment vous architecturez tout ça pour aider des gens comme United? Le titre de ce débat, c'est aussi à l'ère du cloud, donc il y a l'aspect aussi cloud qui est important à mettre en avant. Dites-nous. Oui, alors, bonjour à tous, ravi d'être là. Geoffroy a déjà dit pas mal de choses en fait par rapport à son projet, et je pense que ce qui est assez important, c'est de se dire que le point de départ, ça reste l'activité, le business. Nous, on est là pour être un facilitateur, pour accompagner d'un point de vue technologique les ambitions qu'ils ont au niveau de leur activité de banque au quotidien. Visa, je pense que tout le monde ici connaît bien cette marque, connaît bien le métier principal qui est l'émission de cartes. Tout type de cartes, partout dans le monde, plus de 200 pays, etc. On ne revient pas dessus. Par contre, il y a une brique qui est peut-être un petit peu moins connue par la majorité d'entre vous, qui est probablement celle qui a la plus forte croissance au niveau mondial aujourd'hui, et en Europe en particulier, c'est tout ce qui tourne autour des solutions qu'on appelle VAS, Value Added Services. Si on veut faire simple, ces services à valeur ajoutée, en fait, sont des logiciels tous SaaS, cloud, qui ont vocation à enrichir l'offre d'émission de cartes de Visa pour traiter toutes les problématiques que peut avoir une banque au quotidien. Un exemple, c'est tout à fait ce que fait United, qui sont en train de lancer. Nouvelle activité, on fait de l'émission de cartes, on a besoin d'un core banking, on a besoin de gérer toutes les problématiques qui tournent autour, à savoir l'entrée en relation, le processing des cartes, surtout tous les types de cartes, avec beaucoup de rapidité, d'agilité et de capacité de déploiement. Et évidemment, ensuite, il faut gérer toutes les autres problématiques qui tournent autour du crédit, autour éventuellement des emprunts immobiliers le jour où ça arrive pour certains organismes, qui n'est pas forcément évident le cas de United. Mais en gros, tout ce qui est core banking. Et on a beaucoup parlé ce matin de tous les sujets de fraude et ainsi de suite. Donc, l'activité de Visa en dehors du métier de la carte et de traiter toutes ces problématiques-là. Pour revenir un petit peu dans le détail sur ce qui a été intéressant au niveau de nos échanges et du projet, mais surtout de l'ambition de United, qui est vraiment une société très tech. C'est un ADN qui est très fort chez eux. Ça fait des années qu'on travaille ensemble sur les sujets d'open banking pour les analyses de solvabilité, comme Geoffroy le disait. Mais c'est la volonté d'aller très vite sur les déploiements de solutions. Aller très vite, c'est ne pas s'encombrer d'un legacy, c'est être capable d'avoir des solutions cloud qui sont scalables à une échelle internationale, et c'est évidemment la capacité à tester. Quand je dis tester, c'est pas avoir un plan de test sur 6 mois et voir ce que ça donne après 2 ans d'implémentation, c'est tester des nouvelles idées, tester des nouveaux projets. Et cette capacité à tester, je pense que c'est un point qui est vraiment essentiel, parce que si on veut aujourd'hui aller rapidement dans son innovation, dans son développement, il faut être capable de prendre des risques, de se tromper et de revenir assez rapidement dessus si c'est nécessaire. Donc les solutions que propose Visa dans le cloud, API, évidemment, permettent de traiter tout ça. Jérôme, vous avez dit à juste titre, United, c'est une société assez tech. Est-ce que ce type de transformation, quelles sont les grandes différences entre ce type de transformation
et le même type appliqué peut-être à une banque plus traditionnelle, avec plus de legacy. Vous avez dit qu'il ne faut pas s'encombrer avec le legacy parce que le cloud, mais souvent il est là quand même. Et quelles sont les grandes différences et quels sont les grands points de vigilance quand Alors, il y a certaines différences, effectivement. Quand on attaque une nouvelle activité, il y a probablement moins de legacy. Hein. Effectivement, ça permet d'aller peut-être plus vite sur certains sujets. Par contre, il y a quand même un point de convergence évident. Geoffroy l'évoquait. Ils ont quand même des accréditations. c'est le réglementaire? Oui. Il y a du réglementaire, il y a une complexité qui tourne autour de tout ce qui est sécurité, etc. Et au final, les services qui sont proposés, du point de vue du client final, sont, je ne vais pas dire qu'ils sont identiques d'un acteur à l'autre, mais en tout cas, les attentes sont identiques. Et en plus, les attentes du marché et du régulateur sont identiques. Donc finalement, ouais, peut-être qu'on commence avec un petit peu moins de legacy sur certains sujets. Et on a cette force de frappe qui permet d'aller très vite, très loin. Comme je disais, éventuellement de se tromper, mais de rebondir très rapidement. C'est les attentes du marché. Et en face, quand même, on a ces contraintes-là. Si je me mets, par contre, du point de vue des banques, parce qu'on travaille aussi pas mal, évidemment, sur ces sujets-là, notamment avec Pismo, et cet écosystème de solutions qui sont toutes intégrées dans Pismo pour les gestions de fraude et de disputes, etc., qui sont nécessaires à la mise en place d'un core banking, finalement, on travaille avec des grands groupes qui décident de faire à peu près la même chose que United. Alors, certains, on va dire un peu un Big Bang, d'autres plutôt de façon hybride, c'est-à-dire conscience qu'il y a un legacy, qu'on ne peut pas le changer du jour au lendemain, mais avec la volonté quand même de lancer des nouveaux projets assez rapidement. Et les nouveaux projets, on a deux façons de les faire, soit on les lance sur le legacy, ça prend 4 ans, soit on les lance sur une solution parallèle, et ça peut être beaucoup plus rapide. Donc on a 2-3 exemples comme ça, peut-être un que je vais citer pour vous donner un petit peu l'envergure de ce type de déploiement, c'est Citibank, qui a été un acteur évidemment qui a commencé sur les États-Unis et qui est en train de faire un déploiement de son core banking sur tout ce qui est commercial dans 78 pays, avec la solution Pismo. Donc c'est un scope qui permet sur une solution, je disais, cloud natif API, quand même relativement conséquent, on peut appeler ça comme ça, et à la fois c'est une solution qui permet d'aller très rapidement sur des scopes plus petits et dans un contexte plus hybride. Un autre exemple que je voulais citer parce que je trouvais que c'était assez intéressant et c'est surtout le tout premier client qu'on a eu en Europe quand on est arrivé, puisque Pismo est une solution européenne relativement récente, ça fait 18 mois à peu près qu'on la lance, avec déjà plus de 40 projets en phase de contrat et une quinzaine de clients qui sont en train de l'implémenter ou sont en production, c'est ABN AMRO. ABN AMRO, c'était un cas assez intéressant parce qu'ils ont décidé de lancer une solution pour les ados, en gros, et il fallait être innovant, aller vite, et ils se sont dit, soit on le fait avec notre core banking, comme je le disais tout à l'heure, soit on prend une solution parallèle, sachant qu'évidemment, ils ont toutes ces contraintes pour rebondir sur ce côté régulation, etc. Et en 10 semaines, ils sont passés en production par rapport au scope de ce projet. Donc ça peut être à la fois cet hybride où on fait quelque chose en parallèle sans effacer l'existant. Ça peut être quelque chose aussi sur lequel on fait de la migration. On a beaucoup de projets de migration en ce moment. Et sur la base des projets d'ailleurs de migration, pour finir, que l'on a en ce moment, on estime que d'ici 2 à 3 ans, on aura 500 millions de comptes qui seront traités sur la plateforme Pismo, ce qui commence à devenir un chiffre relativement significatif à l'échelle globale. Donc c'est autant l'accompagnement d'acteurs comme United, ADN Tech, mais avec ses vraies contraintes et cette nécessité d'être accompagné, que des acteurs de taille un peu plus importante, un peu plus traditionnelle, on va dire, au niveau de la banque, qui ont besoin, eux aussi, pour se distinguer sur le marché, de pouvoir innover rapidement.